Émission spéciale du baromètre Digimo 2019 de l'immobilier sur les réseaux sociaux, sur le thème Les Millennials et l'immobilier. Une émission animée par Sylvain Lévy-Valency, en partenariat avec Pierre et Vacances, conseil immobilier. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Radio Imo, on est ravis de vous avoir. Il est 11h34, merci encore une fois, on est ensemble pour une petite heure pour parler de cette étude qui a été menée auprès d'un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes qu'on appelle les millennials. Les millennials, ils ont entre 18 et 30 ans, on les a interrogés sur ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Nous avons animé ce matin avec nos partenaires de PVCI, Pierre et Vacances, conseil immobilier, dans le cadre de cet observatoire Digimo, c'est la 4e édition. Elle a eu lieu rue de Cléry au School Lab. On a discuté d'un certain nombre de sujets. On a essayé de partager ces expériences et l'ensemble des données de cette étude. Un merci à Stéphane Mahon qui a diligenté l'ensemble de cette étude et son équipe aussi. Pour parler de ce sujet et pour prolonger la discussion, puisque, chers amis, vous n'avez pas pu être présents à cette étude qui a été rendue publique ce matin, on va vous donner donc les tenants et les aboutissants pendant cette heure de radio que vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, télécharger sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois d'être avec nous. Il est 11h35, on est ensemble pour une heure. Alors pour parler de ces sujets, nous avons réuni des professionnels dont certains d'ailleurs ont fait partie du plateau ce matin pour Digimo. J'ai le plaisir d'accueillir sur ma droite Jeanne Massat. Bonjour. Comment ça va, Jeanne ? Eh ben, ça va très bien, comme toujours sur le plateau de Radio Imo. Jeanne, alors si je monte un syndicat d'initiative, vous en assurez la présidence ? Je ne suis pas sûr. Remarquez, des présidents, vous en avez beaucoup. Vous êtes CEO de Habiteo, vous êtes cofondatrice d'Habiteo. Oui. Vous êtes aussi, et c'est aussi le lieu le sujet de notre rencontre, vous êtes vice-présidente sur un mouvement récent qu'on connaît bien, puisque je fais partie aussi de ce bureau, qui s'appelle le French PropTech. Merci d'être avec nous. Tout à fait. Alors, voilà, on l'appelle la légende dans le métier. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui je partage l'antenne une fois par mois, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui parle vrai, quelqu'un qui a durablement aussi impacté l'industrie immobilière, qui continue toujours à l'influencer, bien évidemment. Il a été président du premier réseau national d'immobilier, de transactions immobilières et de gestion immobilière. C'est Bernard Cadot. Bonjour. Et le réseau, c'était Orpi, bien sûr, on l'aura reconnu. Merci Bernard d'être avec nous. Alors, celui qu'on ne présente plus sur Radio Imo, puisqu'il prend l'antenne 2 fois par mois, là, c'est le couteau suisse de l'immobilier. C'est comme ça qu'il se définit, toujours aussi décontracté. C'est notre ami Vincent Le Camus. Salut Sylvain. Comment ça va, Vincent ? Écoute, au top. On a déjà bien entamé la discussion tout à l'heure. J'espère qu'elle va continuer de plus belle maintenant. Voilà, Immobilier 2.0, merci d'être avec nous. Alors, quelqu'un qu'on connaît bien aussi sur le plateau de Radio Imo depuis pas très très longtemps, depuis 2-3 ans maintenant, depuis qu'on est né en fait, parce que nous allons avoir à peine 4 ans bientôt. Il est éditeur de logiciels, c'est l'un des principaux influenceurs aussi dans le monde de la transaction immobilière avec un logiciel qui s'appelle Hector. J'aime beaucoup le prénom d'ailleurs, Hector, c'est très joli. Il est le président fondateur de la boîte Imo, il a même été négociateur immobilier, c'est un professionnel de l'immobilier, c'est aussi un homme de communication et de marketing. C'est Olivier Bugette. Bonjour Sylvain. Ça va Olivier ? Bah oui, je suis très heureux que tu m'accueilles. Avec grand plaisir, merci en tout cas d'être avec nous. Alors quelqu'un qui a un parcours pas banal, hein. Il a été banquier, il a fait du private equity, il a travaillé sur des produits dérivatifs de banque, et ensuite il a... Produits dérivés. Produits dérivés, pardon, dérivatifs, effectivement. Produits dérivés bancaires. Ensuite il s'est dit, je vais monter ma boîte, hein, et vous avez bien fait. Et il a monté une boîte qui cartonne, qui s'appelle MyExpat, et c'est Florent Vaudelin. Exactement, bonjour Sylvain. Comment ça va Florent ? Très très bien, j'espère qu'on va pouvoir parler des millennials, et pas que des millennials résidents français. Ça c'est une très bonne chose, et je rappelle effectivement qu'on a appris quelque chose, 5% de la population française vit à l'étranger. Hein, tout à fait. C'est plus de 3 millions de personnes, quand même si on rapporte des chiffres officiels sur lesquels on n'est pas toujours tous d'accord. Celui par lequel cette émission est arrivée, voilà, il a commis l'émission. Il nous a permis aussi, et on l'en remercie, d'animer aussi cet observatoire, ce sondage Digimo, cette étude qui a été menée pour cette 4e édition. Il est directeur général de Pierre et Vacances, conseil immobilier. C'est Dominique Ménigaud. Bonjour. Comment ça va Dominique ? Très bien, après ce très beau début de matinée. Merci beaucoup d'être avec nous et d'ailleurs merci à vous, en particulier Bernard et vous Dominique, puisque vous avez été les soutiens de Web Radio Édition dès la première heure. Vous avez été parmi les premiers que nous avons interviewés et la première fois que je vous interviewais, vous,
C'était au Salon Hoche, aux assises de la pierre-papier, rappelez-vous. Je me souviens bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais commencer par vous, Jeanne. Jeanne, vous êtes vice-présidente de French PropTech. Vous avez créé une start-up qui s'appelle Habiteo, mais vous aviez déjà commis aussi d'autres start-up ailleurs, puisque vous avez baigné, si j'ose dire, dans le marketing et le digital. Quand on parle des millennials, on en a parlé ce matin, j'aimerais pour nos auditeurs qu'on rappelle c'est quoi les millennials et pourquoi les millennials font tant couler d'encre aujourd'hui, et notamment dans l'immobilier. Alors ce que disait Catherine ce matin, effectivement, les millennials, c'est la fameuse génération Y. Et on peut dire les 18-34 ans. Alors là, l'étude se focalise sur les 18-30 ans. Mais les millennials, c'est déjà les 18-34 ans. 18-34 ans, c'est cette génération qui aujourd'hui est une génération active et qui, pour les derniers, arrive sur le marché du travail, mais qui est déjà avec des habitudes de consommation qui sont différentes parce qu'ils sont nés avec le téléphone, même si c'était les premiers téléphones. Donc ils sont nés avec de la mobilité, ils sont nés avec la volonté de partir et de découvrir le reste du monde et ils ont beaucoup moins de problèmes à se déplacer. Donc c'est cette, on va dire, l'instantanéité, la mobilité, la praticité qui les drive et c'est vraiment ce qu'on a pu découvrir ce matin dans l'étude qui a été réalisée par Digimo. Alors justement, ces millennials bien sûr font couler beaucoup d'encre et intéressent beaucoup les opérateurs immobiliers, soyons clairs. C'est aussi, on va dire, le matériau, si j'ose m'exprimer ainsi, qui permet de développer le business et c'est les générations qui arrivent, qui demain seront aux affaires, clairement. Bernard, vous êtes ancien patron du réseau Orpi, vous êtes toujours, bien sûr, dans l'immobilier, toujours aussi actif. Ces millennials, aujourd'hui, lorsqu'on est à la tête d'un réseau immobilier, comment on les travaille et quels outils? Alors, je sais que vous avez été, on va dire, ce qu'on appelle un earlier, c'est-à-dire que vous avez suivi, dès le départ, vous êtes converti au digital très rapidement. D'ailleurs, vous avez fait en sorte qu'Orpi adopte au maximum les outils digitaux. Comment vous les interprétez, vous, ces millennials? D'abord, je voudrais remercier Pierre et Vacances, Dominique et puis Digimo de nous livrer ce type d'études parce que c'est toujours très important pour l'industrie immobilière en général et les réseaux d'agences immobilières en particulier de savoir comment se comportent leurs clients et ce qu'ils attendent de nous, tous professionnels. Et c'est vraiment un matériau important, vous venez de le souligner. On est vraiment passé du product-centric, comme on dit, à client-centric, c'est-à-dire c'est vraiment le client qui va déterminer ou qui doit déterminer le comportement des professionnels parce que ce qu'il demande, soit il l'obtient, soit il passe à autre chose et il va ailleurs. Et ça a été dit ce matin, donc c'est à nous d'être très, très, très vigilants là-dessus. Les millennials, c'est plus nos clients de demain, c'est les clients d'aujourd'hui. Et ils sont nés et ils ont grandi avec des outils sans lesquels aujourd'hui on n'est pas capable de leur apporter une réponse. Ça a été dit aussi tout à l'heure dans le débat et c'est très important. La technologie a évolué et on le redira tout à l'heure, notamment avec les éditeurs de logiciels, mais cette technologie, elle permet tout aujourd'hui, pour peu qu'on sache l'apprivoiser, qu'on sache l'utiliser et puis qu'on sache surtout la mettre en adéquation avec la demande de ces fameux clients. Donc on les regarde tout particulièrement. Moi j'ai retenu une chose, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, très importante pour nous, c'est que le sentiment et la volonté de propriété ne se dément pas dans cette classe d'âge, simplement il a muté et il ne prend pas les mêmes formes qu'il y a 10 ans. Et notamment sur cette notion de où est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pour moi dans ma résidence principale, ou est-ce que je veux prévoir l'avenir, est-ce que si je suis à l'étranger, je vais acheter. Bref, tout ça c'est très très intéressant. Et des réseaux comme Orpi et tous les grands réseaux en général, et j'ai envie de dire tous les professionnels de l'immobilier se doivent d'intégrer ce type d'études. C'est vraiment de la matière première absolument riche d'abord à comprendre et puis ensuite à transformer, parce que l'offre que les professionnels devront ou doivent avoir d'ores et déjà à l'égard de ces clients-là et des autres, elle est directement liée et connotée à ce qu'ils expriment. Donc c'est un vrai challenge. C'est aussi l'adaptabilité. Il faut être agile, hein. Il faut se dépêcher de s'adapter parce qu'autrement on passe à côté du sujet. Donc plein de choses passionnantes, intéressantes, et puis aussi beaucoup de défis à relever pour amener cette offre. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que de ça, on en a beaucoup parlé ce matin, hein, de la rapidité, de l'accélération. Ce matin, Dominique Ménigaud précisait, par exemple, si vous ne traitez pas le contact, même sur des contacts, sur des volumes dont on pourrait imaginer qu'on prend plus de temps
pour investir, vous faisiez allusion à 4 ou 500 000 euros pour un achat, c'est clair est-ce que ça, c'est le corollaire, Dominique, justement de cette accélération, et que finalement, dans les outils de CRM, par exemple, les outils digitaux, de comment je gère la relation client, comment ça, à la fois, ça impacte le métier, mais est-ce que ça, en même temps, ça ne fait pas naître aussi d'autres métiers ? Est-ce que ça ne fait pas aujourd'hui, ça fait transformer finalement la nature même de cette relation client dont on parle beaucoup ? Alors, la relation client, elle change parce que la philosophie aujourd'hui, c'est n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Donc, on doit être capable de répondre à cette thématique-là, quelle que soit l'activité économique ou commerciale qu'il y a derrière. Donc, c'est à nous d'être efficients là-dessus. Ça montre bien qu'il y a ce besoin de rapidité, il y a ce besoin de qualité aussi. Il ne faut pas oublier que la rapidité n'occulte pas la qualité de ce qu'on produit comme information, parce qu'il faut qu'on suscite à la fois l'intérêt et qu'on réponde aux questions de ceux qui viennent nous solliciter. Si on ne répond pas aux questions, ils vont zapper, ils vont aller ailleurs. Donc il faut qu'on soit bon sur l'aspect qualitatif. Donc ça, c'est un élément qu'on prend en compte par les outils. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que on parle d'outils, de rapidité, de smartphones, d'applications, tout ce qu'on veut. Il y a aussi une remarque qui est pertinente, c'est de dire qu'il y a aussi un besoin physique de rencontrer, quand on parle d'immobilier, des professionnels de l'immobilier. Et ce qui est intéressant, c'est que même cette génération et cette étude, elle nous a quand même appris beaucoup de choses. Parce que moi, le premier, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, on va nous dire que ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par l'immobilier, ils sont volatiles, c'est comme les voitures, on se les prête, on ne les achète pas. Bon, et bien pas du tout. On a vraiment appris des choses passionnantes et qui vont orienter forcément nos réflexions sur la nature produit. Qu'est-ce qu'on propose comme produit, comme la nature service, qu'est-ce qu'on apporte comme service à cette clientèle. Et puis un troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que cette clientèle de millennials aujourd'hui, ce sera aussi, si on la connaît bien, et là on va rentrer dans les datas, notre clientèle dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sera sur des montants d'investissement pour d'autres objectifs, d'autres stratégies. Donc on a la vision court terme qui nous apprend beaucoup de choses. Et puis on est aussi en train de préparer notre futur dans le monde qui est le nôtre, qui est l'immobilier. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus par rapport aux outils, parce que ça, c'est un vrai sujet. Vincent, 94% des personnes ont un ou plusieurs comptes sociaux, 99% ont un smartphone, 95% de cette génération a fait un achat en ligne et 87% a déjà renseigné un formulaire en ligne. C'est pas étonnant. Non, mais pour le coup, quand on voit ces chiffres aujourd'hui, qu'on fait une extrapolation par rapport au principe mathématique des sondeurs, on a fait un échantillon de 1004 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la planète, je caricature un peu, mais la planète, elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook, elle est sur Internet, sur les moteurs de recherche. Et ça ne s'oppose pas, bien évidemment, à cette relation figitale. Oui, complètement. Je pense dire figitale, je ne sais pas si le terme... La différence, elle est... je vais prendre mon exemple personnel. Ce n'est pas une attaque contre tout le monde, mais je pense que je dois être le seul millennial encore autour de la table. C'est pas possible. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Alors franchement... Ça se dégrade. Ouais. Je m'attendais à ce que quelqu'un le sorte depuis le début de la table ronde et c'est sorti maintenant. C'est petit. Public, réagissez. J'attendais la radio. J'attendais la radio. Non, mais en réalité, je dis ça parce que moi, quand je suis arrivé dans le milieu de l'immobilier, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pour Immobilier 2.0, j'ai été interviewer plein d'agents immobiliers pour savoir comment ils travaillaient, comment ils fonctionnaient. Et en fait, j'étais hyper surpris de voir que Internet, pour eux, c'était un outil de diffusion, mais on était en 2009, c'était au tout début. Et en fait, c'était qu'un outil de diffusion qu'ils n'avaient pas encore compris que le smartphone, que l'iPhone qu'avait présenté Steve Jobs 2 ans avant, ça allait complètement changer le marché, que Facebook qui était sorti pareil 2 ans avant, ça allait changer les relations. Et c'est pour ça qu'on a commencé à écrire des choses sur Immobilier 2.0, c'est pour sensibiliser la profession au fait que la génération qui arrive va arriver avec énormément de nouveaux outils et un accès à l'information beaucoup plus fort. Un exemple tout bête, mais moi typiquement, je suis en train de chercher à acheter. Il y a très peu d'agents immobiliers qui sont au courant parce que je passe des heures et des heures sur Internet à prendre toutes les informations qui vont bien, à être sur Google Maps, à aller sur Meilleurs Agents, sur la Côte Imo, sur Se Loger pour voir la tension du marché. J'ai énormément d'informations avant même de contacter un professionnel. Et je passerai par un professionnel pour être assuré, pour avoir les bonnes informations. Merci de me montrer du doigt. Mais franchement, ça rattrape le coup de tout à l'heure. Vous parliez de l'investissement locatif, support collectif, ça vous tente, support collectif
Qu'est-ce que tu entends d'investir dans l'immobilier? Je pense qu'il y a un vrai sujet. Justement, j'aimerais qu'on réagisse avec celui qui facilite les démarches des agents immobiliers, parce que ça, c'est un vrai sujet pour justement fluidifier ce parcours résidentiel. Olivier, les outils que vous avez créés, vous existez de quoi, une dizaine d'années? Ça fait 10 ans, oui. Ouais, 10 ans. Et en 10 ans, vous êtes imposé comme un leader de référence. C'était pas banal. Et je rappelle que vous avez démarré avec 0. Hein. Je confirme. On peut le dire? On peut le dire. Bon. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la boîte IMO, c'est combien? C'est 6500 clients? C'est 6500 clients, c'est 130 collaborateurs, c'est une présence en France et dans quelques pays à l'étranger. Et vous avez toujours gardé l'ADN start-upper, entrepreneur? On se bat pour. Ok. Oui. Alors, quand vous entendez justement notre ami Vincent, le seul millennials représenté dans cette table, comment vous interprétez ça par rapport aux outils que vous mettez à disposition? Et je repose la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais c'est important pour nos auditeurs. Parce que c'est pas exactement l'impression qu'on a quand on interroge les particuliers. À Radio Imo, on fait des sondages, on ne nous restitue pas tout à fait la même information. C'est difficile de passer dans le parcours résidentiel avec l'agent immobilier de proximité. Alors Vincent, il est caractéristique de cette génération de par l'exigence qu'il manifeste. On le voit, il sait de quoi il parle, il l'explique lui-même, il a accès à énormément d'informations, à énormément d'outils. Et ça rend, je pense, plus compliqué le métier du professionnel qui est en face, parce qu'il a tout sauf un novice face à lui. Il a quelqu'un qui est déjà instruit, qui est déjà renseigné. Mais il serait limite plus compétent que l'agent, non? Non, je n'irai pas jusque-là, parce que le métier d'agent est un métier qui est technique, qui est profond, qui est complexe, complet. Donc l'accès à la seule information ne permet pas d'en avoir les qualifications. En revanche, on a un public qui, est informé, averti, et 2, qui est très exigeant, qui attend des services. Et donc, pour s'adapter à cette catégorie de la population qui, je le rappelle, représente 41% des nouveaux acquéreurs, donc c'est pas... On l'a dit tout à l'heure, c'est important de noter que les millennials, chaque année, sont un peu moins jeunes qu'ils ne l'étaient l'année passée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui sont des actifs, qui sont dans la vie concrète, familiale, qui ont même des enfants, etc., et qui achètent au quotidien. Donc, notre rôle est de permettre aux agents immobiliers d'avoir des outils qui les rendent crédibles vis-à-vis de cette cible et qui leur permettent bien de répondre à ces exigences. Exigences de l'immédiateté, avec des canaux d'échange d'informations qui soient les plus courts possibles. Je pense notamment à des outils de type espace client, espace propriétaire, espace acquéreur, qui permet à un agent immobilier de rester connecté avec ses contacts, qui permet d'échanger, que ce soit des documents, que ce soit des informations, que ce soit même des outils de chat en ligne. Donc on a également l'exigence des outils que l'on conçoit, qui sont eux-mêmes voués à proposer et mettre en lumière les mandats des agences immobilières, notamment leur site internet, leur site agence, et qui se doivent aujourd'hui de répondre à certaines exigences, notamment le fait d'être responsive design, le fait d'être étudié pour présenter une ergonomie qui soit simple et efficace, qui permette l'accessibilité à l'information en moins de 3 clics. Donc c'est une contrainte aujourd'hui qui est impérative, car les millennials n'ont plus ni la patience ni le temps. Cette relation, effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'immédiateté. Alors justement, Florent, vous travaillez, vous avez un regard, on va dire, vous avez 2 choses. Vous avez un regard sur le monde entier et les pieds en France, quelque part. Parlez-nous des millennials avec ce prisme à l'étranger, justement. Quel rapport ils ont aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure avec Robin Ribaton, qui n'a pas pu participer à ce plateau, qui dit la relation à la propriété, elle est complètement désacralisée, quoi. Ça devient presque un bien de consommation. C'est exactement ça. C'est alors soit un bien de consommation quand on achète pour habiter, soit un bien d'investissement lorsqu'on achète pour investir. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux, entre acheter pour sa résidence principale et acheter pour investir, parce que les comportements, et notamment chez les millennials, sont radicalement différents lorsqu'il s'agit d'acheter pour soi ou d'acheter pour capitaliser. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a créé MyExpat. L'objectif, c'était de digitaliser la transaction immobilière au point d'en faire un actif immobilier comme une valeur mobilière en fait.
Et aujourd'hui, on y est quasiment arrivé, c'est-à-dire que lorsqu'on dit aujourd'hui il faut de la relation humaine, alors là je suis complètement d'accord. Par contre, il faut pas forcément du physique. Nous, il y a 99% de nos clients qui ne voient jamais les biens qu'ils achètent, qui ne nous rencontrent jamais et qui pourtant achètent pour des montants effectivement qui sont importants, qui sont de l'ordre de 3, 400, 500, 600, 700 000 euros pour de l'investissement locatif. Donc c'est comme s'ils achetaient sans avoir vu le bien. Sans avoir vu le bien. Non mais attendez, et qui habitent à l'autre bout du monde. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, mesdames et messieurs dans le public, mais vous, chers auditeurs, il y a des gens qui achètent pour parfois même plus, sans se déplacer. Sans se déplacer. Sur la base d'une visite virtuelle, ou d'une visite 3D, ou autre chose. Ou d'une vraie découverte. Ou d'une vraie découverte. Vraie vidéo. Et de données aussi, je pense. Donc, beaucoup de données pour pouvoir prendre sa décision. Oui, mais la donnée ne confère pas forcément la confiance. Alors, la donnée ne confère pas la confiance. J'aimerais. Oui, non. Vous savez, j'ai été interrogé par un ancien agent de la DGSE qui m'avait dit un jour. Ok. Je vous passe les détails de la rencontre. C'était chez moi, il se trouve. Mais c'est un ancien agent de la DGSE qui pour des questions de blanchiment d'argent. Exactement. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Qui m'avait dit comment tu arrives à créer de la confiance avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde pour leur faire investir 500 000 euros en France dans un actif qu'ils n'ont jamais vu. Mais moi, ça me paraît complètement fou. Et pourtant, c'est possible. Et je pense que quand on achète sur Habiteo ou sur d'autres plateformes comme ça... c'est pas exactement la même chose. C'est possible. Mais en fait, non, on est sur l'état futur d'achèvement, quand même. Non, mais on a des plans. Voilà. On a des plans, mais on peut contextualiser ces plans. On peut leur donner vie. On peut permettre de comprendre. C'est pas la même chose. Mais le fait encore une fois, de projeter ces plans dans un environnement qui est l'environnement réel, et c'est là où on est de plus en plus dans la découverte, que ce soit de l'existant ou de celui à venir. Aujourd'hui, on peut le contextualiser au travers de modélisation, bien sûr, mais au travers aussi de données. Donc que ce soit les déplacements, que ce soit des cartes, que ce soit la réinsertion de maquettes dans des environnements réels, on voit exactement ce qu'on va acheter. On n'a plus besoin de se déplacer pour voir ce qu'on va acheter. Oui, et quand on peut rentrer derrière dans des biens, eh bien voilà, la visite, elle doit être guidée, on est d'accord. Et par contre, l'immédiateté, pour moi, je retiens un point, c'est qu'elle ne doit pas être faite aux dépens de l'expérience. Et les millennials ont besoin aussi de cette expérience. Alors c'est quoi l'expérience, Jeanne ? Quand on parle d'expérience, l'expérience client, c'est quoi ? Ils ont besoin qu'on leur parle en nom propre. Ils ont besoin qu'on leur dise « tu ». Ils ont besoin d'être considérés comme une personne. Ils ont besoin d'avoir un regard et quelqu'un qui leur apporte une vraie relation, et donc une relation qui s'instruit dans la confiance. Et ils ont besoin d'avoir une expérience client. Aujourd'hui, ils ont besoin, ils se personnalisent leurs chaussures, leurs t-shirts, etc. Ils veulent de la même manière personnaliser leurs biens, donc il faut leur offrir quelques possibilité de le faire pour pouvoir se l'approprier. Et ensuite, c'est l'expérience dans la relation client. Et cette expérience, on doit pouvoir jouer dessus. Et l'expérience aussi au sens large, c'est-à-dire je veux partager. J'ai un groupe d'amis. Je vis avec mes réseaux sociaux. Et donc, les avis sont importants. Le partage de l'image est important aussi. Je vais demander conseil. Et ce demander conseil, je vais le demander aux sachants. D'un côté, je cherche l'information, et puis je vais le demander autour de moi, simplement à celui qui a de l'importance pour moi. Si je peux rebondir sur cette notion d'avis client et donc d'expérience du client, on disait à l'instant, c'était Vincent et Olivier qui en parlaient, sur le fait que les clients connaissent énormément de choses parce qu'ils ont accès à cette information. On est passé de la logique de rétention d'informations à la logique d'informations tous azimuts offertes à tout le monde. C'est un vrai enjeu pour les agents immobiliers d'être et encore toute la data n'est pas disponible en France. Malheureusement, toute la data n'est pas disponible, mais c'est un véritable enjeu de survie de cette profession que de se mettre au niveau d'exigence de ses clients. Et il n'y a pas de raison que les clients puissent y arriver alors que les professionnels ne pourraient pas y arriver. Et à cet égard, moi je suis très optimiste parce que je sais que toute la démarche de la profession, elle va là-dessus, avec les outils, avec les partenaires. C'est vraiment ça. Parce que la relation et l'intérêt du client vers l'agent immobilier, elle ne pourra exister dès maintenant et dans le futur que
par le biais de cette compétence qui va amener de la transparence. On parlait de la géolocalisation aujourd'hui. Personne ne doit avoir peur de géolocaliser les biens qu'il a à vendre parce que comment faire? A fortiori, si on achète à distance et de l'autre bout du monde, s'il n'y a pas de géolocalisation, je ne sais pas comment on fait. C'est quelque chose de très mystérieux. Et ce matin, et je vais être bref là-dessus, il y a une chose intéressante qui a été dite au niveau sociologique, c'était cette comparaison sur l'infidélité ou la fidélité. On pouvait prendre chez les agents immobiliers l'infidélité du client comme une offense ou comme quelque chose de un peu d'amoral. On peut même parler de volatilité. En réalité, ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'est plus de la volatilité à défaut de réponse pertinente dans un délai rapide et suffisant à la demande du client. C'est aussi ça. Hein. Donc ce sont des vrais bouleversements. Alors justement, Vincent, pour compléter, je voudrais vous indiquer quelques infos. 60% des personnes qui ont été interrogées disent que le choix digital les a aidés dans leur projet. 69% disent que le digital a facilité la réalisation de leur projet pour des raisons liées à l'information, au côté ludique, tout simplement, et à la fluidité. Mais il y a quelque chose qui améliore en fait. 66% disent que le digital, 66%, a amélioré l'offre immobilière dans sa complexité et dans sa diversité. Il l'a simplifié. 60% ont été influencés, remarquez, ça va vous faire plaisir parce que vous dirigez un site média, par des informations disponibles en ligne. Donc on voit bien que la notion de, comment je peux appeler ça quoi, tiers de confiance, c'est à la mode. Oui, tiers de confiance, oui, c'est ça. Un tiers de confiance dont on a validé le fait qu'il était finalement apte à délivrer une information importante. Parce que quand on parle d'information immobilière, on est bien d'accord, elle est gratuite. Elle est pléthorique, on pourrait même parler d'infobésité d'ailleurs. Justement, c'était un peu mon point, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet sur la confiance envers le professionnel de l'immobilier qui est lié, je pense, à la première fois qu'ils se parlent. Parce qu'on est dans cette infobésité, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas l'info, on allait voir le professionnel parce qu'il avait l'info. Aujourd'hui, on vient voir le professionnel et on a trop d'infos. Et le professionnel, il doit être capable de démêler le faux du vrai, d'être très sûr de ceux dont il parle pour pouvoir rassurer la personne qui, lui, a vu plein d'informations, sait plus vraiment où donner de la tête et a besoin, du coup, de pouvoir personnaliser. Et de personnaliser l'information, et surtout aussi d'avoir des gens qui utilisent leurs outils pour pouvoir leur répondre. Je pense que c'est les deux infos essentielles. Je voulais juste revenir sur un point sur le fait de dépenser 400 000, 500 000 euros en ligne. Très rapidement, on a commencé, moi, il y a 10 ans, où j'avais du mal à dépenser 20 euros ou 30 euros sur Internet en achetant des trucs sur eBay en n'étant pas sûr que j'allais recevoir un pull ou une chemise. Et aujourd'hui, on achète des Tesla sur Internet. J'ai allé faire l'expérience sur le site de Tesla. On achète des Tesla sur Internet. Et une voiture Tesla, son site fonctionne super bien. Hein. Il achète ses Tesla sur Internet, ça marche super bien. J'en attends 4. La Tesla qui est à 90 000 euros. Non, mais c'est 250 000 une Tesla. Donc on peut acheter une île. On peut acheter une île. On peut acheter une île sur Internet aujourd'hui. Ça m'intéresse. On parle de digital, on parle de communication. Il ne faut pas oublier une chose. Là, on est sur l'avant-vente, la découverte du produit, le choix d'un produit. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière aussi. C'est tout l'accompagnement de la vente. La vente, c'est énormément de gestion administrative, de papier, de dossiers à préparer. Et il y a tout le suivi aussi de nos clients qui doit se faire avec des outils digitaux qui permettent de traiter soit à l'international des gens qui ne sont pas physiquement sur place, de signer à distance, de mettre toutes les quelques kilos de papier qu'il y a quand on fait du marché secondaire avec les règlements de copro, ce genre de choses. On doit être capable d'accompagner notre client en amont pour lui faire découvrir un produit, mais on doit être capable de l'accompagner jusqu'à la signature chez le notaire aussi, dans un mode qui correspond au mode de pensée. Alors, millennials, bon, peut-être, mais je pense que nous, on le constate chez PVCI. On a aujourd'hui, sur le marché de la revente d'ailleurs, on a digitalisé le parcours revente, qui est certainement le plus complexe, parce que quand on voit merci Madame Duflot, sur les kilos de papier qu'on peut consommer pour faire une revente, on a digitalisé le parcours de la prise de mandat jusqu'à la signature notaire. Donc ça, c'est quelque chose qui répond vraiment beaucoup aux attentes, et on n'est plus dans l'ère du temps où je fais mon rendez-vous physique pour tout aller signer, mais je le fais à distance aussi. Donc il y a l'avant-vente, il y a la découverte du produit, il y a le choix qui est fait. Et là, je rejoins vraiment Vincent sur le schéma où il y a un travail humain qui est à faire de découverte aussi, de répondre. Chaque individu a un objectif et des moyens. Ça, on peut aller chercher sur Internet ce qu'on veut, sur tous les réseaux. On a chacun un objectif et des moyens. Il faut qu'on puisse
trouver la solution et on a parfois une contribution qui, pas physiquement, mais quand un individu peut aider, ça aide pas mal. Mais aussi, il faut qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Et nous, on voit l'efficacité et la performance que ça peut apporter dans les délais de traitement, dans les délais de signature, dans la satisfaction de nos clients, parce qu'on la mesure, Jean-Philippe Emerio qui est avec nous, on mesure avec lui avec ImoValor la performance ImoAdvisor, la performance de notre métier et de nos collaborateurs aussi, puisque c'est quand même là que chez nous ça se situe, on vérifie tout ça. Il y a un accompagnement majeur qui est fait et ça va jusqu'à la signature de l'acte. Vous voulez ajouter Oui, on parle des transactions qui sont faites de façon complètement digitalisée. Alors je voudrais juste rappeler que c'est MyExpat qui fait ça, ils sont très forts. Maintenant ça correspond à une centaine de transactions sur 1 million, donc on ne peut pas dire ça. On ne vend pas de biens de façon digitalisée, ou alors ce sont des cas extrêmement rares. L'année dernière, sur Digimo, si mes souvenirs sont bons, c'était Net Investisseur qui annonçait que 50% de ses biens étaient vendus à distance. Ah oui, en investissement immobilier. Quand on parle d'investissement immobilier, plus en investissement qu'en résidence principale. Parce que... en investissement immobilier, je parle. On n'est pas sur la résidence principale du tout. Là, il y a le choix vraiment très affectif. Non, mais alors, là, on est sur l'investissement et ce que dit Olivier, je crois, c'est faire la relation avec le million de transactions. Oui, mais c'est un signal. Je pense pas de visite ne nous arrêtons pas là. Mais ne nous arrêtons pas là. Si aujourd'hui, c'est 1% des transactions qui sont digitalisées, on va peut-être très très vite. C'est très loin d'un 1% et certainement qu'on ira beaucoup plus vite. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de notre réalité quotidienne, les transactions se font avec des gens qui visitent des biens, avec des agents immobiliers qui interviennent. Alors la grande question, elle nous a été posée par des professionnels, elle a été posée par des professionnels, mais aussi par des particuliers. C'était de se dire, parce que la question qu'on a posée simple aux personnes sondées, c'est est-ce que vous achèteriez, même pour vous, dans le cadre de la résidence principale, un bien sans aller le visiter. Je ne parle pas du neuf. Hein. Bien sûr que non. Mais même de l'ancien. Et en fait, c'est assez surprenant, puisqu'on a 1/5 des personnes, 20%, qui disent oui. Bah, ça fait 20%. Hein. Qui ne le font pas. Non, mais dans la pratique, c'est très marginal. Non, il faut est-ce qu'on est sur une tendance qui va s'accentuer ou pas? Moi, je pense qu'il faut d'abord distinguer l'achat de la résidence principale versus l'investissement, parce que ça, c'est vraiment très différent. Et du neuf. Ensuite, il y a des tendances, et puis après, le marché, il ne sera pas il sera hybride, et il y aura des solutions comme MyExpat pour des raisons évidentes où il y aura de l'acquisition à distance, et puis d'autres pas. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de regarder le modèle du neuf, parce que on réserve, en fait... Alors, grâce à tous les outils aujourd'hui d'immersion, les plans en 3D, etc., on va réserver sans voir, par définition, puisqu'on achète avant la construction. Donc ça, c'est un point intéressant. Ce que le digital et le numérique ont vraiment apporté à l'industrie immobilière, c'est tout ce qui est, c'est ce que Dominique disait, c'est l'avant-vente et l'après-vente. Parce que la sélection des biens, y compris pour une résidence principale, on passe toujours effectivement par la relation physique avec l'agent immobilier, mais pour autant la sélection, elle est bien plus facile parce que le choix est là. Et puis après, le traitement du dossier a posteriori, aussi bien avant l'acte authentique qu'après, grâce au numérique, est largement facilité et fluidifié. Vous évoquiez le réseau Orpi, je peux vous dire que chez Orpi, le numérique, ça existe. La vente digitale et les actes en digitalisation, ça existe et ça passe vraiment dans les mœurs. Et les clients sont reconnaissants parce que ça leur facilite la vie. Donc voilà, moi je crois plus à des solutions hybrides qui vont émerger grâce à toutes ces nouvelles technologies. Et petit à petit, ça a été dit ce matin aussi, c'est surtout le client qui fait la politique du professionnel. Au fur et à mesure que le client sera acclimaté, avec modulo cette réserve, et je m'arrête là, un bien immobilier, c'est pas un achat comme un autre, a fortiori quand c'est une résidence principale, parce qu'on n'y met pas que de l'argent et un plan de financement, on y met beaucoup d'affect, beaucoup d'autres choses, le coup de cœur, ce sont des tranches de vie, et ça se traite un peu différemment. Et je crois qu'on a aussi dans le mode de pensée, et c'est vrai que sur l'investissement, NetInvest, les chiffres sont justes, c'est vraiment, la volumétrie que tu citais est vraiment la juste vérité, c'est de l'investissement. On est confronté aussi à un autre frein. On n'a pas le même comportement lorsqu'on investit que quand on achète. Non, parce que la résidence principale, vous allez y vivre, vous allez être dedans, vous transposez avec vos enfants, avec la famille, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte.
Il y a de l'affect. Énormément d'affect. Alors que dans l'investissement, C'est intéressant parce qu'il y a une dimension affective qui n'est pas la même que quand on se constitue un patrimoine. Non, parce que le patrimoine, ce qui va être important, c'est est-ce qu'on répond à un besoin de location, est-ce qu'il y a un bassin d'occupants potentiels pour mon bien, est-ce qu'il y a, nous, une résidence de tourisme, est-ce qu'on a de quoi la remplir toute l'année ou pas. C'est intéressant parce que dans les chiffres de l'étude, 39% des personnes déclarent acheter sur un coup de cœur, 33% pour se construire un patrimoine. Ouais. Donc c'est intéressant parce que les deux se conjuguent assez bien. C'est juste un point sur le patrimoine. Aujourd'hui, quand on dans l'esprit de tous ceux qui nous entourent, millennials ou pas, quel est aujourd'hui le moyen qui existe pour se créer du patrimoine? Quelqu'un qui n'est pas né avec de l'argent sur un compte en banque ou qu'on n'a pas hérité de beaucoup, c'est quoi le moyen de se créer du patrimoine? C'est l'achat d'une résidence, d'un bien immobilier, RP ou pas, résidence principale ou pas, à crédit, parce que c'est le seul moyen de créer une vraie valeur patrimoniale sans avoir les moyens. Et l'immobilier, pour ça, il ne sera jamais remplacé par quoi que ce soit, si ce n'est, comme on le disait ce matin, d'aller acheter des actions à crédit. On n'en est pas encore là. Mais c'est un excellent moyen. C'est le seul support qui permet de répondre à tous les objectifs patrimoniaux, qu'il soit le primaire d'avoir un toit sur la tête ou d'avoir des revenus complémentaires dans 40 ans. Donc il y a une vraie logique. C'est important de l'analyser. Est-ce qu'il n'y a pas un piège aussi, dans le sens où on incite les gens à s'endetter, qu'aujourd'hui les règles d'endettement sont quand même très strictes, très draconiennes, et que quelque part on dit finalement aux gens endettez-vous, c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Oui, mais pour le coup, on a raison de dire ça. Non, mais je caricature. Mais pour le coup, c'est vrai. Je caricature volontairement pour. Moi, je pense que non, parce que aujourd'hui, quel que soit le taux de crédit même que tu as, on parle même d'épargne inversée. Après, je connais pas de business où pour gagner de l'argent, je connais pas de business où tu n'es pas obligé d'investir un petit peu, au moins une partie de ta vie, une partie de ton argent. Pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. Non, mais Vincent Le Camus, c'est bien le sens de ma question. L'idée, c'est que quand on interroge les particuliers, ils nous disent que l'immobilier, c'est un moyen de s'enrichir sans travailler. C'est pas. Alors, non. Là, ils ont tort. Je suis pas sûr qu'on dise ça. Les particuliers disent c'est le moyen de s'enrichir. Non. On a interrogé les particuliers. Non, mais on a interrogé des particuliers. Moi, il se trouve que je dirige une école privée. Quand j'interroge les jeunes qui arrivent dans l'école pour entrer dans l'immobilier, je leur pose une question. Pourquoi vous êtes entré dans l'immobilier? La première réponse pour 70% d'entre eux, c'est parce que c'est facile de gagner de l'argent dans l'immobilier. Ah oui, mais ça, c'est différent. C'est dans la profession immobilière. Et puis ils ont tort. Oui, mais en réalité, c'est un métier difficile. En même temps, ils ont tort. Non, sur les personnes qui investissent, d'abord, les taux, on l'a dit, et c'est une évidence, n'ont jamais été aussi bas, donc il faut absolument utiliser ce levier du crédit. L'immobilier, c'est le seul placement qui permette, avec peu de choses ou presque rien, d'aboutir à se constituer un petit patrimoine. Non pas pour s'enrichir, parce que moi, quand j'entends enrichissement, j'entends rente derrière, avec toute cette connotation très négative. Mais attendez, il y a quelqu'un qui a écrit il n'y a pas longtemps un best-seller qui s'est vendu à 200 000 exemplaires, qui s'appelle Comment se construire un empire financier sans. Oui, mais sauf que lui, il a réussi à s'enrichir avec son bouquin, mais. Sauf que la croissance française, française post-année après la guerre, elle a été construite sur l'automobile et l'immobilier. Et les classes moyennes, qui sont aujourd'hui largement discréditées et je pense assez maltraitées, eh bien, elles ont réussi à se constituer ce patrimoine grâce à l'acquisition immobilière et grâce au levier du crédit. Après, les habitudes de vie et les comportements ont changé. Moi, mes parents, ils ont acheté une maison, ils ont emprunté et ils ont attendu la dernière mensualité du crédit foncier pour se dire la maison est à moi et je vais pouvoir en faire quelque chose. Aujourd'hui, on sait que la durée moyenne de détention, elle est inférieure à 10 années. À peu près. Donc, ça veut dire qu'on va emprunter sur 15, 20 ans, voire 25 ans, et pour les plus jeunes, c'est souvent 25 ans, en sachant pertinemment qu'on ne va pas rembourser jusqu'au terme du crédit, mais que ça sera un passeport, ça sera un viatique pour passer à autre chose. On est plus dans une notion de consommation de l'immobilier que ça l'était avant, mais ça reste quand même se constituer un apport personnel pour quelqu'un qui gagne un SMIC et demi ou 2 SMIC, ça passe, qu'on le veuille ou non, par notamment cette acquisition immobilière. La durée moyenne de détention de sa résidence principale, c'est quoi? C'est 7 ans?
en moyenne. C'était ça, moins de 10 en tout cas. Moins de 10. Moins Ça n'a pas baissé. Moins de 10 ans. Alors moi, Non, j'aimerais vous poser une question à vous, Olivier. 52% des personnes déclarent avoir fait leur recherche via les réseaux traditionnels. Alors, notaires, agents immobiliers, professionnels. 43% via Internet, 22% par recommandation connaissance et 4% seulement pour l'affichage. Alors, moi, j'avais envie de vous poser une question. Vous travaillez avec des agences immobilières physiques. Est-ce que quelque part le débat qui consistait à dire est-ce que forcément les agents immobiliers doivent exister physiquement avec une agence, des totems, des mandats en vitrine, etc. Quand on voit aujourd'hui les résultats du parcours résidentiel, ils n'achètent plus avec la vitrine. Ils ont déjà fait leurs achats. La vitrine. C'est ce que dit en fait l'étude. Il y a qu'à la limite, à l'étude, je viens pour closer ou pour voilà. Quel est le rôle de la vitrine justement, vous qui en plus être spécialiste dans ce domaine? La vitrine concourt au parcours de l'acheteur. La vitrine n'est plus aujourd'hui parce que on est dans la relation digitale, on est dans la dans le fait d'apporter d'apporter le service, de la confiance, d'apporter pignon sur rue. Donc la vitrine, elle donne de la confiance. Oui, bien sûr, puisqu'on est face à un commerçant qui a un pignon sur rue, qui est installé, chez qui on peut se déplacer. Et la vitrine va apporter également de la visibilité, puisque selon où elle est placée, lorsqu'on est dans une grande artère commerciale, elle va continuer à apporter quand même du trafic, des contacts. Maintenant, il est clair que la visibilité de la vitrine média de l'agence, en l'occurrence son site internet ou sa présence sur les portails, va être beaucoup plus puissante. Nous, c'est ce qu'on constate en termes de retour aujourd'hui. Moi, pour compléter ce que tu dis, pour la petite histoire, moi, je devrais acheter normalement dans la semaine. Donc, je devrais signer un compromis dans la semaine. C'est fini. Décidément, Vincent, c'est normalement. C'est l'appartement témoin. Parce qu'en plus, il vient d'avoir un petit garçon. Oui, voilà. Tout à fait. Mais c'est un autre sujet. Voilà. En plus, oui. Mais c'est de l'investissement immobilier. Mais pour le coup, ce bien-là, je l'ai vu en vitrine. Je suis rentré dans l'agence parce que j'ai vu le bien en vitrine et ça m'a pas empêché après d'aller le retrouver sur Internet, de le montrer à mes associés sur cet investissement immobilier sur Internet et compagnie. Et c'est là où effectivement on a un parcours digital. Quand on cherche un bien immobilier, il y a quelque chose qu'on apprend aux agents immobiliers tout de suite, c'est les gens veulent une chose au début, c'est location. Donc la première chose, c'est de savoir où ça se situe et comment est le quartier et est-ce que j'achète au bon endroit. Et donc tu te balades dans le quartier, forcément tu te balades dans le quartier. Et si tu te balades dans le quartier, tu tombes sur des agences immobilières et donc tu vas avoir des vitrines. Et après, tu vas avoir sur le site des agences immobilières, sur d'autres sites un peu plus connus de portails immobiliers, Se Loger, Logiquimo, Le Bon Coin, peu importe. Mais la réalité, c'est que tu fais ce double parcours et tu continues à avoir des biens immobiliers dans la rue via les vitrines. Et ça puis ça contribue à la réassurance. Oui. C'est que c'est extrêmement anxiogène. Donc le fait d'avoir une agence, d'avoir un lieu, d'avoir quelque chose qui soit plus crédible. Et j'avais retenu deux choses dans la présentation de ce matin. C'est effectivement la confiance, fort étrangement, était partagée entre le digital et le physique à 50-50, si je me rappelle bien. Par contre, quand on allait sur la catégorie en dessous qui était la transparence et l'éthique, eh bien là, le physique reprenait l'avantage. Pourquoi ? Peut-être parce que l'infobésité, telle que vous la notez, tue un peu la transparence et que finalement la confiance dans l'humain, elle est encore présente et elle est importante et que du coup, l'éthique est bien raccrochée à l'humain. Donc je pense que cette réassurance est extrêmement importante. C'est intéressant ce que vous dites parce que quelque part, ça nous donne aussi un peu d'espoir parce que ça veut dire qu'on continue quand même à avoir cette proximité. Mais Robin le disait ce matin, c'est endémique finalement dans la nature humaine. On a besoin de ces contacts. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire à distance. Je voudrais juste partager. L'humain à distance, ça existe. Je voudrais juste donner la parole à Florent. Tout le monde va dans le sens. Tout le monde. Moi, je vais être le vilain petit canard. Alors non, mais Florent, justement, expliquez-nous comment, très prosaïquement, vous créez ce climat de confiance avec vos clients. Est-ce que vous utilisez des contenus ? Est-ce que ces contenus, comment vous les faites ? Comment vous les choisissez ? Comment vous les arbitrez ? Est-ce que vous allez chercher des contenus éventuellement chez notre ami Vincent Le Camus ou même à Radio Imo ou comment vous faites pour justement créer la relation avec vos clients
en dehors de simplement leur exposer un produit. Ils ont besoin aussi de beaucoup de choses, d'être accompagnés, mais je sais que vous le faites. Comment vous l'avez conçu? Alors, déjà, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la vitrine de l'agent immobilier va disparaître, même pas forcément complètement, mais qu'elle va disparaître au même titre, c'est triste, hein, mais au même titre que les bouquinistes ont disparu à l'arrivée d'Amazon. Pas mais complètement. vous dites que l'agence immobilière du coin... Encore. Les bouquinistes, Ils existent encore. Ah non, mais je dis pas qu'ils n'existent plus. Ils ont fortement Il fallait baissé. qu'ils s'adaptent. Ils ont fortement baissé. C'est-à-dire que si on En regarde volume, le nombre de volume, c'est bouquinistes vrai. il y a 20 ans et on regarde aujourd'hui, Non, je pense qu'il y a la moitié qui a disparu. Ah, mais Moi, je suis d'accord sur la moitié. Il y a le même un fait que- rapport qui avait été publié là-dessus à la mairie de Paris, par exemple, sur les Il bouquinistes. va y avoir. Il y a la FNAC. 40% des bouquinistes seulement ont subsisté depuis les 15 Oui, années. mais il va y avoir une baisse des agences immobilières. Certes, mais il y a des agences immobilières qui ont pignon sur rue. Et à mon avis, c'est un avantage concurrentiel Je parle pas indéniable. de baisse d'agences immobilières, je parle de baisse de vitrines. Des lieux de C'est-à-dire vente, que des lieux de vente, de lieux de vente, exactement. De C'est-à-dire vente qu'aujourd'hui, physique, oui. Et qu'est-ce que devient l'agence alors? Elle devient un lieu de rencontre, elle devient comme Amazon qui vient de racheter 300 magasins. Vous savez que Amazon a acheté 300 magasins en Les France Whole Foods. pour justement créer un lien de proximité avec ses clients. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un pur player de l'Internet redécouvre les vertus de la proximité. Je trouve ça assez intéressant. Moi, d'un à mon point de vue avis, pour philosophique. répondre à votre question sur comment on fait, alors je vous révélerai pas toutes nos techniques parce qu'on a créé une vraie mécanique qui nous permet de générer allez-y, des centaines de leads par mois de Français qui sont à l'étranger, donc qui sont une clientèle On est qui à est très l'affût. captive, très difficile à capter. Vous savez qu'on va pas vous lâcher là-dessus. Mais en tout cas, on parlera hors micro. Par contre, je ferais effectivement la grosse différence entre l'investissement locatif et la résidence principale, parce que pour moi, c'est vraiment deux secteurs qui sont radicalement différents. Effectivement, on peut s'arrêter devant une vitrine, et moi je le fais, je suis le premier à le faire, pour de la résidence principale, pour de l'investissement locatif, du pur investissement locatif, attention. Pour le coup, je pense que la vitrine ne sert strictement à rien. Et alors, comment nous on fait pour créer cette confiance? En fait, c'est pas tellement c'est pas tellement la notion de confiance, c'est surtout la question d'engagement, c'est-à-dire et de conseil. Moi, je pense que l'agent immobilier de demain, c'est un agent qui sait donner du conseil. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'immobilier, on parle de quoi en fait? Enfin, quand vous interrogez les personnes qui investissent, ils vont vous dire il y a deux choses dans l'immobilier, c'est le prix. Alors au-delà de tous les critères, hein, donc l'emplacement. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on a confiance en vous? C'est le prix. Et c'est est-ce que le bien est de bonne qualité? C'est-à-dire est-ce que derrière, quand on achète dans l'ancien, est-ce que je ne vais pas avoir des vices cachés? Il n'y a pas de notion de vice caché dans l'ancien quand on n'est pas professionnel immobilier, mais c'est la notion. Et quand on achète dans le neuf, c'est est-ce que après la livraison, alors déjà est-ce que je ne vais pas avoir des retards de livraison, et puis après coup, est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes de matériaux, etc. Donc, est-ce que je vais le louer? Comment il sera géré? Oui, mais avant ça, vraiment d'un point de vue physique, c'est le prix et c'est la structure de bien. C'est est-ce que c'est de bonne qualité ou pas? Qu'est-ce qui fait que qu'un investisseur va avoir confiance en vous? C'est pas parce que vous avez pignon sur rue, c'est pas parce que vous êtes... alors, la reconnaissance de votre marque va jouer, mais c'est d'abord parce que vous êtes de bons conseils, parce que vous connaissez votre métier. Et là, effectivement, je rejoins un petit peu tout le monde sur le fait qu'on n'enlèvera pas l'humain, enfin, pas avant, en tout cas, un certain temps, parce que... Alors, pour le prix, à la limite, on peut l'enlever, et puis on voit des boîtes comme Tenix aux États-Unis qui a complètement enlevé le prix, la notion d'humain dans le prix via des systèmes d'enchères où tout se fait de façon complètement automatique et on atteint un prix de marché qui est le prix de l'offre et de la demande. Et par contre, sur l'aspect physique, on ne peut pas remplacer l'humain. Il faut quelqu'un qui aille visiter le bien, qui aille regarder si ça c'est un mur porteur ou ça c'est une cloison, etc. Donc ça, pour le coup, je suis parfaitement mais ça, est-ce qu'on pourrait pas le valider totalement un professionnel qui pourrait aller visiter le bien et dire si c'est totalement aux normes? Aujourd'hui, des gens comme Open Door, quand ils revendent un bien immobilier, ils te vendent avec le bien immobilier une garantie de 2 ans. Une garantie de 2 ans que s'il y a le moindre problème. Mais il y a un être humain qui est passé derrière. Mais la personne, elle peut acheter totalement à distance, du coup, puisqu'elle mais est une fois que rassurée c'est fait, parce oui. qu'elle a la garantie sur C'est ce qui fait, pour répondre à votre question. Non, mais je vais vous laisser compléter, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous êtes assez convergents quelque part. Parce que la présence du rapport à l'agent immobilier, ce que disait Olivier, de façon très prosaïque, elle restera réelle. Parce qu'il faut quand même un peu dépasser les limites du périph'. Quand on va du côté d'hier, par exemple, quand j'étais, par exemple, pour la session, j'ai animé une soirée sur les Restos du Cœur qui s'appelle les agents immobiliers du Cœur à Toulon. Je peux vous dire que quand on est au cœur du territoire, on comprend l'importance de la relation avec l'agent immobilier de proximité. Et on n'entrevoit pas une seconde sa disparition. C'est vrai, hein, on s'en rend compte. C'est ce que je pense, en tout cas, oui. Je suis complètement d'accord. C'est vous un êtes expert finalement- terrain. Un mot quoi. là-dessus. C'est un expert terrain. Juste un mot sur cette notion de proximité. Elle ne s'apprécie pas de la même manière selon qu'on est vendeur ou acquéreur.
l'acquéreur, je dirais, on pourrait aller plus vers du à distance, alors que le vendeur, la relation de proximité avec son agent immobilier, elle est importante parce qu'il vend son bien dans une commune ou sur un territoire. Et ça le rassure de voir que il peut passer, l'agence s'en occupe, le bien est diffusé. Et là encore, je suis pas d'accord. On a de plus de clients. Regardez, on a de plus. Ce qui se passe dans la vraie vie en France avec les agents immobiliers, c'est que le vendeur, il est très sensible au fait que son agent immobilier soit pas trop loin du bien qu'il est en train de vendre. Il ne faut pas cantonner le rôle de l'agent immobilier à un rôle d'ouvreur de porte. Quand on parle de faire une transaction, on parle aussi de répondre à toutes les contraintes juridiques qui existent, à tous les certificats qui sont aujourd'hui obligatoires, qui ne cessent toute l'information d'être de plus en plus important. Et donc, un particulier aujourd'hui ne sait plus vendre sa maison. Quand on voit les exigences de la loi Allure et quand on voit toutes les obligations aujourd'hui qui sont dans le cadre d'une transaction, un particulier ne sait plus vendre une villa. C'est devenu trop technique. Mais simplement, si on remet un petit peu de perspective, regardez Airbnb. Est-ce que quelqu'un aurait misé sur Airbnb il y a simplement 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, on n'aura pas d'autres modèles qui vont émerger et des sites qui vont permettre de mettre et donc il va falloir qu'on fasse une mutation. Il y aura une mutation du métier. Oui, mais c'est important de faire la part des choses aujourd'hui dans ces échanges-là entre la prospective et la réalité. La réalité aujourd'hui, elle n'est pas celle qu'on décrit. La réalité, elle est physique, elle est des échanges entre des professionnels et des particuliers. Après, on peut parler de prospective. Est-ce que nos voitures seront volantes dans 5 ans? J'en sais rien. Demain. Mais on est en train de construire demain. Je pense que c'est dangereux. Vous êtes dans un monde qui imagine, il le disait, vous êtes dans un monde qui imagine la ville de demain. Est-ce qu'on parle de 2019 ou non, mais je pense que c'est Olivier, c'est dangereux, je pense, de dire aux agents immobiliers, c'est sûr et certain que vous serez là demain. Pas s'il y en a beaucoup. C'est pas ça le discours. Moi, je le dis pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, les gens vendent leur maison à Open Door. Automatiquement. Il y a 1000 maisons qui sont vendues par mois aux États-Unis. On expliquait c'est 1000 maisons. Mais ils vendent 20% de la valeur du bien. Non, mais peut-être. Je dis pas qu'ils prennent tout le marché. Je dis juste que ça existe. Ça existe. Il faut le savoir. Il faut que l'agent immobilier se remette en question aussi. Vincent Le Camus, est-ce que Open Door est-ce que le concept d'Open Door, alors on va rappeler à nos auditeurs, c'est Open Door rachète. Open Door, il rachète des biens directement en ligne en disant. En dessous de la valeur du marché. Peu importe, il propose un prix. Non, c'est vachement important. Attendez. Mais non, tu ramasses le marché. Tu ramasses le marché à moins 20%, moins 30%. Tu fais un carton plein. Si je peux juste finir ce que je suis en train d'expliquer. Ça n'a pas de sens de dire à 20% en dessous du prix du marché. Si la personne, elle est prête à vendre le bien immobilier à ce prix-là, fin du débat. C'est non, mais je viens qu'on aille au bout du raisonnement. Attends. C'est la loi de l'offre et de la demande. Oui, si l'offre est prête à aller jusqu'à ce prix-là, c'est qu'elle est prête à aller jusqu'à ce prix-là. C'est quelles conditions d'offre aussi. C'est ça le sujet aussi. C'est quelles conditions d'offre. Si tu es sur, on parlait des subprimes, des moments où tu as des ramassages d'offres sur un marché qui est complètement liquidé pour des raisons économiques, tu ramasses à moins 50. Tu n'as pas de problème là-dessus. Si tu es sur un vrai marché domestique classique. Manhattan, ça m'étonnerait que Open Door fasse un carton. Mais on est d'accord. Je dis pas qu'ils vont prendre tous les marchés. Je dis juste que ça existe et qu'aujourd'hui il y a des vendeurs qui sont prêts à vendre leur bien directement. Pardonnez-moi, je voudrais juste il nous reste 2 minutes 50 avant la fin de l'émission pour faire un mot de conclusion. Sur le côté du métier même, je crois que le métier de l'immobilier est un métier qui a muté, qui a évolué. Les agents immobiliers, je ne sais pas si demain, et la particularité, c'est qu'on est incapable de se dire si dans 5 ans, il y aura encore des agents immobiliers ou pas d'agents immobiliers. Et je me souviens quand même d'une époque où les banques fermaient toutes leurs agences. On a quand même vu refleurir dans beaucoup de quartiers des banques à tout va. On en referme aujourd'hui. Bon. Le métier d'agent immobilier, aujourd'hui, il a vécu, à mon sens, une mutation profonde. C'est-à-dire qu'un agent immobilier est quelqu'un, je parle de l'homme, de l'individu, là je suis très dans l'humain, est quelqu'un qui a quand même une connaissance de son périmètre, de son environnement, sur lequel on l'attend. C'est-à-dire, on ne lui demande pas de connaître, quand on est dans le Val d'Oise, le marché de hier. C'est ce qui fait sa valeur ajoutée. C'est ce qui fait sa valeur ajoutée. Ça, c'est incontournable. Une vraie proximité avec le territoire. Il a muté, parce qu'il est dans le digital, l'agent immobilier. On a fait il y a 4 ans. Digimo est né il y a 4 ans. On s'est posé une question, c'est quel était l'impact des outils digitaux dans le métier de l'immobilier. Et en fait, on se rend compte qu'au fil du temps, il y a de plus en plus d'utilisation, les sites web, les applications, tout ce qu'on peut avoir. Mais on constate bien qu'il y a aujourd'hui, et encore une fois, je suis d'accord avec vous tous,
à l'instant où on se parle, je ne sais pas ce que ce sera dans 1 an ou dans 2 ans, il y a un besoin crucial d'avoir des informations dématérialisées. Il y a aussi, dans certains cas de figure, le besoin crucial d'avoir un professionnel en face de soi qui réponde à des questions, qui fasse des estimations, qui connaisse son marché, son évolution. Et peut-être que c'est finalement la jonction des deux qui fait quand même que sur la résidence principale, ça marche bien. Voilà, désolé, mais on n'a plus le temps. Il nous reste moins d'une minute pour conclure. Je voudrais qu'on puisse conclure. On va donner les résultats de l'étude. Les résultats de l'étude sont consultables sur Internet. Oui, sur le site de Pierre et Vacances Conseil Immobilier. Voilà, sur le site de PVCI. Je vais demander à notre ami ingénieur du son, Rémi de Sagazan, de mettre le lien de l'URL pour pouvoir consulter cette étude. Allez-y, c'est vraiment intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Dominique Ménigaud. Je rappelle que vous êtes directeur général de Pierre et Vacances Conseil Immobilier. Merci, Florent Baudelin. C'était un très bel exemple aussi d'entrepreneur, mais aussi de réponse à des usages. Florent Baudelin, qui est le CEO de MyExpat. Merci à Olivier Bugette, le patron de la boîte IMO, qui est dite Hector, spécialisée en transactions immobilières. Merci à Vincent Lecamus, le patron d'Immobilier 2.0. Merci à vous, Bernard Cadot, toujours aussi actif dans l'immobilier, ancien patron du réseau Orpi, numéro 1 français, il l'a été pendant 12 ans. Merci à Jeanne Massa, patronne d'Habitéo, vice-présidente de The French PropTech, qu'on va retrouver. Je vous retrouve moi tout à l'heure d'ailleurs. On se quitte plus. Et Sylvain, merci ce matin pour votre animation et merci à tous d'avoir participé avec une telle conviction ce matin à notre tour de table. Merci beaucoup à Stéphane Mahon aussi d'avoir organisé bien sûr cet observatoire et ce sondage. Merci à toute l'équipe de Radio Imo d'avoir mis en place les moyens. Merci à vous tous, auditeurs qui nous suivez au quotidien. Bien sûr, merci à vous au public d'avoir participé à cette émission. Je vous propose qu'on puisse applaudir nos intervenants. Et on se retrouve pour la suite des programmes, les infos de Radio France qui vont arriver dans pas très longtemps. Et je vous dis à tout de suite, bien sûr, sur Radio Imo. Émission spéciale du baromètre Digimo 2019 de l'immobilier sur les réseaux sociaux, sur le thème Les Millennials et l'immobilier. Une émission animée par Sylvain Lévy-Valency, en partenariat avec Pierre et Vacances Conseil Immobilier.